Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le tarot arthurien. Alors je sais, je suis un peu en retard et il a déjà été présenté des dizaines de fois, mais j'avais envie de le présenter peut-être un peu différemment avec l'explication des personnages. Et j'ai mis un peu de temps à l'acheter parce que l'année dernière, il ne me parlait pas trop. Et en regardant des vidéos sur ce tarot et des vidéos sur l'épopée, la légende du roi Arthur, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal pour entrer dans cet univers. Donc voilà, comme à mon habitude, je vais vous faire une présentation carte par carte. Ça va peut-être être un petit peu long, mais voilà, on va commencer tout de suite. Alors dans le livret, j'ai oublié de vous préciser, il y a pour chaque carte un petit poème et il y a les descriptions des symboles avec les couleurs, mais moi je vais vous prendre juste l'explication des personnages. Donc on commence avec le fou qui a été renommé le fou des bois, et là il s'agit de Merlin, qui est un personnage complexe et ambigu, et tel le fou du roi, il est difficile à cerner. Ses décisions se font à la lumière de sa connaissance du passé et du futur, et elles nous laissent souvent perplexes. Ensuite, on a le magicien qui a été renommé la magicienne. Alors là, il s'agit de Morgane, qui est la magicienne puissante, habile et complexe. Dans notre monde contemporain, elle est encore très présente à travers notamment des figures comme Galadriel dans Le Seigneur des Anneaux ou plus récemment Yennefer dans Le Sorceleur. C'est une carte de pouvoir personnel et d'action. Là, il s'agit de la grande prêtresse. Aleister Crowley nous dit « Elle est la chasseresse et elle chasse par enchantement ». Dans le tarot, la grande prêtresse représente l'aspect le plus spirituel et élevé de la lune. Elle est la puissante initiatrice, la vérité derrière les voiles, celle qui a accès au mystère. Pour Aleister Crowley, elle est l'âme de la lumière et elle est représentée ici sous les traits de Viviane, la dame du lac, qui t'appelle pour te glisser dans les brumes d'Avalon. Là, on a l'impératrice, donc là, c'est Guenièvre. En tant que souveraine issue de la tradition celte, Guenièvre apporte la légitimité au roi. À travers les codes de l'amour courtois, elle va aussi transformer la vie de la cour et de ses chevaliers. Le sens de l'honneur, le respect de la parole donnée, la générosité et la noblesse de cœur sont désormais au centre des valeurs du royaume. Elle incite le chevalier à travailler et à adoucir ses manières et sa façon de s'exprimer. L'empereur. Donc là, on a évidemment le roi Arthur. Arthur a été choisi par le divin pour diriger le royaume de Bretagne qui comprend au Moyen-Âge l'Armorique et la Bretagne insulaire. L'épée Excalibur qui, selon les auteurs, a été retirée du rocher ou offerte par la Dame du Lac, lui confère une grande responsabilité. Tout d'abord, il a le devoir d'apporter la paix, la stabilité et l'organisation nécessaires pour qu'il fasse bon vivre sur ces terres, mais c'est aussi à lui que revient la délicate mission d'organiser la quête du Graal qui sauvera le monde. D'ailleurs, à ce propos, je vais essayer de vous mettre en barre d'infos une chaîne YouTube qui raconte toute l'épopée d'Arthur et qui est très intéressante parce que parfois, quand on n'y connaît pas grand-chose, on se perd un petit peu dans la description des personnages. Alors là, il s'agit de Blaise, qui couche sur le papier les récits, les exploits des chevaliers et les confidences de Merlin. Grâce à lui, la sagesse des anciens qui était transmise oralement par les bardes va être enregistrée dans des livres et préservée pour les générations futures. La carte de l'amoureux. Donc là, lorsqu'il se dévoue à Guenièvre, Lancelot découvre l'amour, mais aussi toute une partie de sa psyché, qu'alors mystérieuse, son féminin intérieur. L'amoureux évoque les élans de ton cœur et l'union des opposés à travers la relation entre le féminin et le masculin en tant qu'archétype. Le chariot. Alors là, on vous dit qu'au Moyen-Âge, en Bretagne, il semblerait que la constellation de la Grande Ourse ait été appelée le chariot du roi Arthur.
D'ailleurs, étymologiquement, le prénom Arthur est en lien avec les noms celtiques de l'ours et du guerrier. Et Claire Duval nous explique qu'elle aime beaucoup cette idée du roi Arthur qui attendrait son retour triomphant depuis le ciel étoilé. La carte de la justice, représentée par une femme tenant une balance dans le tarot traditionnel, la justice est ici exprimée à travers les valeurs portées par la table ronde. Elle symbolise par sa forme l'égalité entre tous ceux qui s'y associent. Chacun est l'égal de l'autre dans ses droits, mais aussi dans ses devoirs vis-à-vis de la quête du Graal. L'ermite, j'aime beaucoup cette carte, bon je pense comme beaucoup d'entre vous. Dans le roman arthurien, la figure de l'ermite est intimement liée aux aventures des héros. Qu'elle représente le retour à soi et l'expérience initiatique vécue de l'intérieur ou le guide rencontré à la croisée des chemins pour indiquer la voie à prendre, il est toujours question de sagesse à acquérir. On continue avec la roue de fortune, qui est assez particulière dans ce jeu. Fortune et sa roue apparaissent en rêve à Arthur. Elle lui annonce sa chute et la fin de l'épopée de la table ronde telle qu'elle a été conçue au Moyen-Âge. Rien ne dure éternellement et tout est appelé à se transformer. La carte de la force. C'est parce qu'Yvain a été le valeureux lion face au gigantesque serpent cracheur de flammes que ce dernier a décidé de l'accompagner et de le soutenir dans ses aventures. Yvain devient alors le chevalier au lion. Alors désolée, j'ai dû faire une petite pause. Donc on reprend avec le pendu. Suspendu dans le temps et dans l'espace, le souverain blessé pêche en attendant le sauveur, le chevalier élu, qui lui seul pourra trouver son château magique. Il devra alors poser les bonnes questions sur le Graal et la lance qui saigne pour que vienne la guérison et la rédemption. La blessure se refermera et le royaume désolé reprendra vie. La mort. Une barque glisse paisiblement sur le lac pour emmener le roi Arthur blessé à Avalon. Il n'est pas seul, il est accompagné par la puissante fée Morgane qui veille sur lui. Sur cette île mystérieuse, elle et ses sœurs prendront soin de ses blessures. La légende raconte que le roi Arthur y est encore en dormition, mais qu'il reviendra un jour lorsque le monde aura besoin de lui. La tempérance. Merlin est le fils d'une sainte chrétienne et d'un démon qui représente le monde païen. Il allie les qualités de la lumière et des ténèbres et nous apprend à sortir du monde de la dualité, de la vision manichéenne du bien et du mal, du tout blanc ou tout noir. Le diable. Au temps de l'écriture des premiers textes arthuriens, il est question de dominer, de domestiquer la nature sauvage, et c'est tout naturellement que le diable a pris les traits des anciens dieux païens cornus tels que Cernunnos. La tour. Alors que Merlin n'est qu'un enfant, il montre à Vortigern, l'usurpateur, que si sa tour ne tient pas debout, c'est parce que sous ses fondations, deux dragons, l'un blanc et l'autre rouge, s'affrontent. Ils annoncent ainsi l'arrivée prochaine de l'héritier légitime, Uther Pendragon, qui vient reprendre son royaume. Cet épisode de la légende arthurienne illustre à merveille l'énergie de la carte de la tour. Les bases du pouvoir de Vortigern ne sont pas solides et ses constructions ne peuvent pas tenir debout. L'étoile. La deuxième continuation de Perceval est un des passages préférés de Claire Duval de la légende arthurienne. Perceval y rencontre dans un château mystérieux une fée d'une beauté envoûtante. C'est la dame aux étoiles habillée d'une robe rouge étoilée et qui, après l'avoir battue aux échecs, se lance dans une aventure hautement symbolique et pleine de magie. À travers ces aventures rocambolesques, Perceval va se laisser guider dans les différents aspects du féminin sur le chemin de la sagesse. La lune. Alors que la grande prêtresse est liée aux eaux calmes, la lune est, elle, intimement connectée aux mers et aux océans ainsi qu'aux marées. Comme cette dernière,
Elle vous appelle au travail intérieur et à l'introspection, mais cela se fera d'une façon plus agitée, plus effrayante. Dans la légende arthurienne, la mer est un lieu de danger potentiel, que ce soit par sa nature inconstante ou par le fait qu'elle permette la venue d'envahisseurs barbares. Le soleil. Les villes, dans les mythes arthuriens, représentent le jour, les choses visibles, le monde civilisé et le conscient en psychologie. Camelot, paisible et rassurante, apporte donc cette signification à la carte du soleil. Le jugement. À la fin du Perceval en prose, Merlin annonce à Perceval et à Blaise qu'il se retire dans son esplumoir. C'est un étrange nom dont le sens s'est perdu avec le temps, mais que Claire aime interpréter comme une référence à une métamorphose en oiseau. Merlin a terminé sa mission auprès du roi Arthur et de Perceval, et c'est pour lui le temps de la délivrance et de la transformation. Et on finit les arcanes majeures avec l'arcane du monde. Dans l'église du Graal à Tréorantuc, il y a une magnifique mosaïque qui a inspiré cette carte. C'est une belle représentation pour la carte du monde car la présence du cerf blanc, à la fois Christ et Dieu païen, est à l'image de la légende arthurienne, intégrant la gloire des temps anciens et la nouveauté. Donc voilà pour les arcanes mineurs, les arcanes majeures, pardon, et on va passer aux arcanes mineurs. On commence avec la suite des bâtons. Donc l'as de bâton. La forêt est dans la légende arthurienne la terre d'aventure, dangereuse et fascinante à la fois. La flamme représente le désir et la lumière qui vont pousser à aller à sa découverte. Le 2, on y voit le roi Arthur qui étudie la carte géographique de la Bretagne. Il a la vision d'un royaume unifié capable de fédérer les clans et de lutter contre l'envahisseur saxon. Il a à cœur de ramener la paix et de faire de la Bretagne une terre où il fait bon vivre. Le 3. Lors de son adoubement, le chevalier s'engage à porter les valeurs de la chevalerie. Il n'est désormais plus seulement un guerrier qui obéit aux ordres d'un chef, mais il va se dévouer à un idéal. En reconnaissant sa sensibilité, il va ainsi développer des qualités dites plus féminines telles que la subtilité, la bienveillance et la générosité. Elle a bien raison, les femmes sont subtiles, bienveillantes et généreuses. Le 4 de bâton. À l'orée de la forêt, Tristan et Iseux observent le château de Joyeuse Garde, lieu de refuge, de paix et de joie. Leur fuite s'arrête ici. Ils se sentent enfin en sécurité et protégés de la colère du roi Mar. Lancelot a jadis délivré le château de ses enchantements. Il en est aujourd'hui le maître et il y fait bon vivre. Alors ici, on voit Yvain et Queue face à face qui s'affrontent pendant une joute. C'est une pratique très courante du temps du roi Arthur. Elle permet aux chevaliers de s'entraîner et de se mesurer les uns aux autres. Le 6. Au Val sans retour. Alors l'histoire est très intéressante. C'était une malédiction qui avait été lancée Enfin, il y avait une malédiction qui avait été lancée par la fée Morgane, je crois, parce qu'elle avait été trompée. Et tous les hommes infidèles qui entraient dans le Val sans retour, eh bien, ne revenaient pas lorsqu'ils avaient été infidèles. Et en fait, Lancelot est venu vaincre est venu arrêter la malédiction. Et bon, bref. Enfin, voilà, je trouvais que c'était intéressant. Et donc là, on nous dit, au Val sans retour, Lancelot a vaincu un dragon et surmonté maintes épreuves pour lever l'enchantement qui a emprisonné les chevaliers infidèles dans l'illusion créée par Morgane. Aucun chevalier n'a réussi jusqu'ici à survivre au sortilège du magnifique lit de la merveille, tout d'or et de pierres précieuses décorées. Gauvin résiste à une pluie de flèches venues de nulle part. Il devra ensuite combattre un lion affamé qui se jettera sur lui. Il lèvera ainsi l'enchantement qui pèse sur le mystérieux château des reines et deviendra le protecteur des personnes qui y sont réfugiées. Que
Que serait le chevalier sans sa monture? Dans la légende arthurienne, les chevaux représentent la vitesse, la vigueur et la fougue. Sur cette carte, on voit Papillon, le cheval d'Ogier le Danois, qui apparaît dans le cycle du Lancelot Graal. Lutin, transformé en cheval par la fée Morgane, il est capable de fendre l'air et de cracher du feu. Le 9, dans la forêt de Brocéliande, où il y a le Val sans retour, Esclados le Roux est le chevalier noir, gardien de la fontaine de Barenton. Si quelqu'un s'avise de verser de l'eau sur son perron, une tempête se déclenche, et lorsqu'elle cesse, le chevalier apparaît, prêt à combattre. Le 10, Arthur est parti de Camelot pour repousser l'envahisseur romain, et son neveu Mordred en profite pour tenter d'usurper le pouvoir. Il le fait passer pour mort et prévoit de s'unir à la reine Guenièvre pour asseoir son autorité. Pour lui échapper, cette dernière s'enfuit et s'enferme dans la tour de Londres, mais Mordred va organiser un siège et la harceler. Guenièvre a une grande force de caractère, elle refuse d'être utilisée et protège le royaume en s'opposant à Mordred. Le roi. Est-ce que c'est le roi? Oui, le roi. La famille Pendragon est intimement liée à la force des dragons que l'on retrouve sur leur blason. Uther, père d'Arthur, est un homme impressionnant, volontaire et fougueux. Lorsqu'il rencontre Hygern, son cœur s'enflamme et il est prêt à tout pour la conquérir. Et donc là, on a la reine. Donc ça fait à chaque fois la reine et le roi sont dans la même pièce. Alors... Donc, pour la reine, Hygern, aux blanches tresses, est une fée née à Avalon, mère d'Arthur et grand-mère maternelle de Gauvin. Elle épouse en seconde noces Hubert Pendragon, fou d'amour pour elle et avec lequel elle règne sur un pied d'égalité. Après la mort de son mari, elle fait bâtir un château merveilleux, le château des Reines, et s'y installe avec sa fille et sa petite fille Clarion. Elle y recueille les veuves, les orphelines injustement déshéritées, et ici tous vivent une longue et belle existence. Ensuite, le chevalier. Gauvin est un chevalier solaire, digne héritier du passé païen. Sa force croît selon la course du soleil, il est avide d'aventure et il aime porter secours aux demoiselles en détresse, mais ne s'attache à aucune d'elles. Son cheval, Gwyn Calais, est un robuste cheval fée à la magnifique robe blanche. Petit-fils d'Hygern et grand ami du roi Arthur, il porte fréquemment son épée Excalibur. C'est lui qui fait le serment de se mettre en quête de la lance qui saigne. Et on finit les bâtons avec la demoiselle de bâton. Dans le conte du Graal de Chrétien de Troyes, Clarion, petite fille d'Hygern et sœur de Gauvin, est décrite comme vaillante, belle, ayant de sages et bonnes paroles. Elle est née dans l'autre monde, au château des Reines, ce qui fait d'elle une fée, comme sa mère et sa grand-mère. C'est une fée enchanteresse qui inspire l'amour, notamment à Guiromélan, qui est ouverte et joyeuse. Voilà pour les bâtons. On continue avec les coupes. Qu'ils représentent le ventre de la Vierge Marie, la coupe ayant recueilli le sang du Christ ou le chaudron magique du Dagda, le Graal est le vase merveilleux aux multiples pouvoirs. Mystère de la vie, jeunesse éternelle, guérison, abondance, inspiration et sagesse. Le 2. Tristan et Iseux partagent par erreur la coupe contenant le filtre d'amour concocté par la reine d'Irlande et destiné à sa fille et au roi Marc. Le destin en a décidé ainsi. Ce sont les deux jeunes gens, déjà attirés l'un par l'autre, qui boivent le breuvage, se liant profondément l'un à l'autre. Dans le magnifique jardin d'Avalon, sous un pommier magique, 3 fées, Mazoé, Glytonéa et Tite, profitent avec ravissement du plaisir d'être ensemble et des joies de l'existence. Donc ça, c'est le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Perceval est captivé par 3 gouttes de sang sur la neige, laissées par une oie chassée par un faucon. Elle lui rappelle subitement la peau blanche et les lèvres rouges de sa douce amie Blanche-Fleur, et il entre dans un état second qui fait qu'il ne voit ni n'entend plus les autres chevaliers qui l'interpellent. Chrétien de Troyes nous dit « Pense tant que tu
pense tant qu'il s'oublie, qu'il y pense tant qu'il s'en oublie lui-même. Le 5, Guenièvre se retire après la mort du roi Arthur. Elle est profondément touchée et sait qu'elle a besoin de s'éloigner de la vie mondaine pour faire son deuil et se reconstruire. Elle choisit une nouvelle vie dédiée à la contemplation et à la connexion avec le divin, et pour cela elle part s'exiler au couvent d'Almesbury. Le 6 de coupe. Lancelot grandit dans le château enchanté de Viviane, au cœur de la forêt de Brocéliande. Dans cet environnement protégé et paisible, elle prend grand soin de lui et lui donne la meilleure des éducations. Il deviendra grâce à elle un noble chevalier cultivé, sensible et habile. Le 7. À la suite d'une déception amoureuse, Morgane crée le Val sans retour pour piéger les chevaliers infidèles dans un lieu magique où chacun est retenu par l'illusion de la satisfaction de tous ses désirs. Dans l'œuvre de Chrétien de Troyes, Érec quitte le royaume du lac où il vit un parfait bonheur auprès de son épouse Énide pour retourner à sa mission de chevalier. C'est elle qui le pousse à reprendre la route et cette fois elle décide de l'accompagner dans sa quête d'aventure. Le 9, Lancelot est parti pour sauver la reine Guenièvre qui a été enlevée par Méléagant. En chemin, il trouve un peigne lui appartenant avec quelques cheveux d'elle juste à côté d'une source. Au comble du bonheur, il le serre amoureusement contre son cœur avec le sentiment d'être l'homme le plus riche au monde et d'être protégé par un puissant talisman. Avalon est le pays de l'éternel bonheur. Il n'y a pas de place pour les plaisirs superficiels et illusoires. L'abondance, la prospérité, la beauté et la joie sont de celles qui remplissent véritablement le cœur et l'âme. On passe au roi de coupe. Alors ça, c'est le roi pêcheur. Le roi pêcheur est l'oncle de Perceval. Il a la lourde tâche d'être le gardien du Graal, qui est le symbole de la guérison du monde et de la vie éternelle. Blessé parmi les hanches, cet homme mystérieux et bienveillant est spirituel. Il accomplit sa tâche avec beaucoup de calme et lorsque Perceval ne prononce pas les questions salvatrices devant le Graal et la lance qui saigne, il ne dit mot car il n'impose pas, il propose. Il sait aussi reconnaître la valeur des hommes et des femmes et voit en Perceval le parfait chevalier qu'il est amené à être. Et donc là, on a la reine. Donc, comme par avant, ça nous fait une... ils sont côte à côte. Donc la mère de Perceval, sœur du roi pêcheur, est une femme tendre, douce et discrète. Sa grande réceptivité la rend particulièrement sensible et vulnérable aux émotions des autres. Après la perte tragique de son mari et de ses fils aînés, elle se retire dans un manoir isolé dans la vaste forêt et va entourer Perceval d'amour et d'attention pour qu'il grandisse dans un environnement sûr, loin de la vie violente de la chevalerie. Le chevalier. Perceval le Gallois est le chevalier élu pour guérir le roi pêcheur infirme, le gardien du Graal et achever l'aventure de la quête du Graal. Dans les écrits plus tardifs, il sera remplacé par Galad, le fils de Lancelot. Ils ont tous les deux en commun une candeur et une innocence qui les rendent purs aux yeux des conteurs du Moyen-Âge. Perceval est représenté avec le destrier à la belle robe Amadou, brun fauve, qui a gagné lors de son combat avec le chevalier Vermeil. Et on termine avec la damoiselle de coupe. La sœur de Perceval est la porteuse du Graal. Dans Le Morte d'Arthur de Thomas Malory, elle invite Galad à rejoindre Bohort et Perceval dans l'aventure la plus grande qu'ait jamais connue un chevalier, la quête du Saint Graal. Au niveau symbolique, elle est l'incarnation sur Terre qui permet l'accès à la magie du Graal. C'est elle qui représente la jeune damoiselle de coupe à la fois captivante, lumineuse et sensible. Voilà pour les coupes, on continue avec les épées. Alors pour l'as d'épée, quoi d'autre qu'Excalibur, on ne voit pas ce qu'elle aurait pu trouver d'autre. Excalibur est l'épée merveilleuse du roi Arthur, l'élu. Comme l'indique la couronne posée au pied du rocher, elle lui confère force et autorité, mais aussi de grandes responsabilités. J'adore ce 2 d'épée, je trouve qu'il est vraiment magnifique.
Parmi les nombreux pouvoirs de Merlin, celui de la métamorphose est particulièrement précieux. Il lui permet de percevoir les gens et les situations avec son esprit humain, mais aussi à partir du monde des instincts et de l'intuition. Il intègre aussi plusieurs modes de pensée sans les opposer et en profitant au contraire de leurs richesses respectives. Le 3 d'épée. Séparé d'Iseut et en exil, Tristan épouse une princesse de Petite-Bretagne, Iseut aux blanches mains. Elle est belle, a le même prénom que sa bien-aimée et est très amoureuse de lui. Mais il n'arrive pas à oublier son premier amour et finit par la délaisser. Iseut aux blanches mains pleure, elle réalise que le cœur de Tristan n'appartient qu'à Iseut la blonde et qu'il ne l'aimera jamais. Le 4. Merlin se retire régulièrement dans sa chère forêt pour se ressourcer loin des hommes et de leurs histoires. Dans le calme d'une clairière, il observe les étoiles en silence. La littérature arthurienne aborde souvent la violence de la société. Les hommes s'entretuent entre clans, ce qui entraîne le cycle infernal de la vengeance, et les femmes sont maintes fois maltraitées. Nous en voyons un exemple ici dans le conte du Graal de Chrétien de Troyes. La demoiselle sous sa tente vermeille a été déshonorée par Perceval qui lui a arraché un baiser et a volé son anneau. Cela a entraîné de violentes représailles de la part de l'ami de la jeune fille, l'orgueilleux de la lande. Celui-ci, dans une colère noire, l'a violenté et blessé. La légende arthurienne, alors là on est au 6 d'épée, a inspiré de nombreux poètes au cours des siècles et aujourd'hui encore de magnifiques textes voient le jour. Ces écrits non seulement transportent l'esprit et enchantent, mais ils amènent aussi à réfléchir et à dévoiler la nature profonde de l'être humain. Dans le tarot Thoth, la carte a pour titre Science. Elle est l'inspiration du chercheur, celle qui permet à l'homme de comprendre son environnement, d'inventer et de créer le futur qu'il a imaginé. Le 7. Tout juste né, Mordred est diabolisé par une prédiction annonçant qu'il tuera son géniteur, le roi Arthur. Traqué miraculeusement sauvé, sa funeste destinée le rattrape lorsqu'il apprend, adulte, qui est son véritable père et les secrets de sa conception. Le noble chevalier qu'il était va alors se révolter en brisant les codes moraux du Moyen-Âge. Il trahira Arthur et finira par engager une guerre contre lui qui se terminera par leur mort à tous les deux. Le 8. Au château du roi pêcheur, Perceval ne demande pas pourquoi la lance saigne, ni à qui le Graal est porté, car Gornement de Gour, qu'il a formé à la chevalerie, lui avait conseillé de ne pas trop parler. Bien sûr, il s'agissait de ne pas parler à tort et à travers, mais le jeune homme a mal interprété cette recommandation et malheureusement il reste muet lorsque l'occasion lui est donnée de terminer la quête du Graal. Le 9. La mère de Perceval a été traumatisée par la perte de ses fils aînés au combat et elle craint qu'il en soit de même pour son Benjamin. Ses nuits sont tourmentées à l'idée que celui-ci prenne la voie chevaleresque de ses frères. Le 10. Le roi de Bénoïc, dans l'ouest de la Gaule, est le père de Lancelot. Vaincu par son ennemi, il se laisse mourir de douleur en voyant sa cité en flammes. Ce ne sont pas les armes qui le blessent, mais ses pensées telles que la culpabilité, la honte, la colère et la peur. Le roi d'épée. Le roi d'Irlande, père d'Iseut, est un homme intelligent et juste. Lorsque Tristan est reconnu comme le tueur du géant Morholt, oncle d'Iseut, il va chercher la paix et la justice plutôt que la vengeance. Tout d'abord, il pardonne à Tristan envers qui il est reconnaissant d'avoir délivré l'Irlande d'un terrible dragon, mais il donne aussi son accord pour que sa fille épouse le roi Mar, créant ainsi une alliance politique propice à la stabilité du royaume. Et là, on a la reine d'épée qui joue aux échecs avec son mari. Voilà. Reine d'Irlande, la mère d'Iseut, que l'on dit sorcière, est une experte en magie. Elle excelle plus particulièrement dans la réalisation de breuvages d'herbes aux effets magiques puissants. Afin de s'assurer du bonheur de sa fille et de son futur mari, le roi Mar, elle concocte pour eux un filtre d'amour, mais qui sera consommé par erreur par Tristan et Iseut. Le chevalier d'épée. Tristan est vaillant, ingénieux et vif d'esprit et il va mettre ses qualités au service de son amour pour Iseut, inventant toutes sortes de stratagèmes pour l'avoir. Il brise aussi les règles féodales en ne témoignant
Pas à son roi respect et obéissance. Béroul nous donne le nom de son cheval, beau joueur, le meilleur que l'on puisse trouver. Et on finit avec la damoiselle d'épée. Iseut, tout comme Tristan, est particulièrement intelligente et astucieuse. Elle va ruser pour lui rester fidèle et ne pas se donner à son mari, le roi Mar. Elle se rebelle aussi contre les règles de la société en ne répondant pas à ses obligations d'épouse. Voilà pour les épées. Et on termine par les deniers. Donc, l'as de denier. Ce denier en or, librement inspiré par un denier du XIIe siècle, est posé sur un chemin au milieu des fruits d'automne. Il exprime la beauté et les dons de la nature en lien avec les énergies avaloniennes, mais aussi le bien-être matériel apporté par le règne du roi Arthur. Le 2. Les fabuleuses aventures des chevaliers sont en premier lieu transmises oralement par les troubadours et jongleurs qui sont engagés lors des fêtes seigneuriales. C'est ainsi qu'elles voyagent et s'adaptent en fonction des conteurs et des cours. L'image du jongleur évoque aussi à travers le mouvement des balles, à la recherche d'équilibre dans le changement perpétuel. Le 3. Henri Gillard, prêtre breton passionné, connu aujourd'hui sous le nom de l'abbé Gillard, rénove à l'aide de paroissiens la petite église de Tréoranteuc pour en faire l'église du Graal. Il rêve de créer un lieu de refuge inspirant par son art, sa beauté et propice à la réflexion. Pour lui, la légende arthurienne et la parole chrétienne ne s'opposent pas, elles se complètent et s'enrichissent mutuellement. Le 4 de denier. Lunette conserve précieusement sur elle son anneau magique. C'est un bijou qui vient de l'autre monde et qui a le pouvoir de rendre invisible celui qui le porte. Plus tard, elle en fera profiter le chevalier Yvain pour le protéger, mais pour l'instant, il reste en sécurité sur la chaîne autour de son cou. On voit ici la demoiselle hideuse, qui est une fée sombre et inquiétante. La désolation des terres du roi pêcheur l'affecte profondément et tout son corps irradie les malheurs du royaume. Parce que Perceval n'a pas posé les questions salvatrices, l'enchantement n'a pas été brisé et elle est désespérée. Dans l'un des laits de Marie-France, Lanval, chevalier à la cour du roi Arthur, reçoit de sa bien-aimée une fée, le don d'avoir tout l'or et l'argent qu'il désire. Puis il en offrira à son tour avec compassion et générosité, plus il en recevra. Viviane a appris auprès de Merlin l'art de l'enchantement. Elle a écouté avec application son maître et après maints échecs, elle a réussi à faire jaillir l'eau là où la terre était sèche et aride. Elle contemple avec plaisir les résultats de son travail. Le jardin, désormais fertile, produit de magnifiques fruits. Sur la table de Morgane sont posées les fioles et les pots contenant les puissantes potions et les onguents que la fée a préparés à partir d'herbes fraîchement cueillies et autres ingrédients mystérieux. C'est par le travail et un long entraînement qu'elle a acquis ce précieux savoir-faire et sa réputation de puissante guérisseuse. Dans sa très chère forêt de Brocéliande, Viviane contemple avec ravissement un bel épervier qui s'est posé sur son bras. Il lui rappelle Diane, sa marraine, qui comme elle est la protectrice de la nature. Viviane est une femme forte, brillante et libre. Elle a choisi sa destinée, aimer Merlin et apprendre auprès de lui sans jamais lui appartenir, recueillir Lancelot et protéger Arthur. On se retrouve à la table du roi Arthur avec le 10 de denier. La table du roi Arthur est le lieu où les chevaliers et les gentes dames sont invités à profiter de l'abondance du royaume et à partager le repas dans une ambiance chaleureuse. Tout est là pour le plaisir des yeux et des sens, nappes en tissu précieux, plats et coupes ouvragées, nourriture saine et délicieuse. C'est aussi ici que viennent se présenter les voyageurs apportant des nouvelles du royaume et de ceux qui sont partis à l'aventure. Le roi de denier. Esclados le Roux est le premier mari de Laudine. Il est avant tout un protecteur des lieux, assurant la prospérité et la sécurité dans son château où il fait bon vivre. C'est lui aussi qui porte la responsabilité de veiller sur la fontaine magique de Barenton. Patient, dédié à sa tâche, il est source de stabilité pour son domaine. Et donc, dans la continuité, donc il y a la reine.
Voilà. Lodine de Landuc, la dame de la fontaine, est une fée d'une beauté surnaturelle. Elle est très attachée à sa fontaine et à son domaine situé à la frontière entre les deux mondes. C'est une femme fidèle qui ne se laisse pas facilement conquérir. Yvain devra faire preuve de sa valeur et de son amour durable afin qu'elle accepte de se lier à lui. C'est aussi une personne pour qui l'engagement est important. Elle est fiable et demande à Yvain de l'être aussi. Elle va d'ailleurs lui confier un anneau lorsqu'il repartira à sa vie de chevalier pendant 1 an pour lui rappeler sa promesse de revenir. Le chevalier de denier. Yvain est le chevalier au lion. Il est celui qui est le plus attaché à la terre et à la famille. Nouveau seigneur des lieux après son mariage avec Lodine, il s'installe au château auprès d'elle et goûte avec bonheur au doux plaisir de la vie sédentaire. Il est accompagné sur cette représentation de son magnifique destrier blanc qu'il pense avec attention et du gerfaut qu'il a gagné en défendant la dame de la Roche lors d'un tournoi. Et on termine avec la damoiselle de denier. Lunette est une fée lunaire, magicienne et bienveillante. Elle va prêter son anneau d'indivisibilité à Yvain pour le sauver, puis, reconnaissant sa valeur, elle va l'aider à conquérir le cœur de sa maîtresse Lodine afin qu'il les protège, elle et son domaine. Voilà, on en a terminé avec la présentation des cartes. Alors je sais que c'est parfois fastidieux, après vous avez déjà vu les illustrations dans d'autres présentations, donc c'est pas mon but. Si vous n'avez pas le jeu, ben ça vous permet d'un peu comprendre les cartes, et si vous avez le jeu, eh bien ça vous évite de lire le livret. C'est la raison pour laquelle je fais ces présentations de cette façon-là, même si elles sont parfois un peu longues. Alors je vous propose de faire un petit tirage. Je vais regarder ce que Claire nous propose et je vais préparer les cartes. Alors, je vous propose de faire le tirage de la clairvoyance de Merlin. Comme il l'a fait de nombreuses fois avec Arthur, Merlin est là pour te guider sur ton chemin de vie. Donc là, on vous propose de vous poser une question, une situation, vous réfléchissez à une situation dans laquelle vous vous trouvez et on vous propose de tirer 4 cartes. Donc, j'ai mélangé les cartes, on va en tirer 4. Voilà. Donc la première carte, c'est qu'est-ce qui vous a amené dans cette situation? Et on a le 3 de denier. Donc le 3 de denier, c'est une carte qui parle de travail, d'évolution, de travail en commun. Je vais regarder si Claire nous donne une autre signification spécifique à ce jeu-là. Donc le 3 de denier. Donc là, elle nous dit que c'est un travail, une force de création, une coopération. Donc ce qui vous a mené dans cette situation, c'est que vous avez travaillé pour arriver dans cette situation. Comment est-ce que vous gérez cette situation aujourd'hui? On a le 9 d'épée. Alors ça, c'est une carte qui indique que vous réfléchissez beaucoup, vous vous en faites beaucoup pour cette situation, vous avez beaucoup travaillé pour réussir à arriver à quelque chose et que maintenant que vous y êtes, eh bien ça vous mine l'esprit et ça vous fait beaucoup réfléchir. Et ça vous perturbe et vous avez du mal à endormir la nuit lorsque vous réfléchissez à cette situation. Alors ça peut être professionnel, ça peut être amical, sentimental, c'est dans tous les domaines. En tout cas, c'est quelque chose pour lequel vous avez travaillé et qui vous pèse actuellement. Alors vers où est-ce que vous vous dirigez? Vers l'impératrice, donc c'est une carte de création, une carte d'épanouissement, une carte de bienveillance, de bonheur. Donc la situation dans laquelle vous êtes, pour laquelle vous avez beaucoup travaillé, pour laquelle vous vous en faites, eh bien elle va s'arranger. Et le conseil de Merlin pour être sûr que vous arriviez à l'impératrice, eh bien c'est le 6 de coupe, c'est de vous recentrer sur votre passé,
sur ce que vous aimez, sur ce que vous connaissez. Et on vous dit que c'est la carte de la beauté, du plaisir, de la joie, de l'insouciance, du retour aux sources. Donc, peut-être de cesser de vous en faire dans cette situation. Vous avez beaucoup travaillé. Il faut arrêter de vous en faire. Il faut prendre les choses telles qu'elles viennent, retourner aux sources, vous reposer, prendre du plaisir et vous arriverez à l'impératrice. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à bientôt.